Après avoir produit 2 vidéos entières sur les sectes en évitant soigneusement d'affronter la réalité, je ne peux plus me contenter de morceaux de théorie et d'exemples hypothétiques. Et ça tombe bien, puisque vous êtes là pour ça, non ? Accrochez-vous quand même, parce que vous allez entendre des choses que vous ne pourrez plus oublier par la suite. Quant à celles qui penseraient toujours qu'elles l'ont bien cherché, vous aurez tout le loisir de vous rendre compte, par ces 3 exemples, que, au contraire, elles ne cherchaient qu'à vivre, comme vous. Petite dédicace aux misophobes, j'ai fait de mon mieux pour vous épargner les bruits de bouche, j'espère que ça vous ira. Le port du casque ou d'écouteurs est vivement conseillé. Alors on est en 2005, j'ai 31 ans. Ça fait même 1 an que j'ai quitté mon compagnon. C'est pas si simple pour moi de m'en remettre. Voilà, c'était une histoire très forte. En fait, c'était ma première histoire d'amour. Il se trouve aussi que professionnellement, je suis un peu dans un moment creux en tant que dessinatrice, illustratrice. Et puis en plus, mon analyste déménage à ce moment-là et donc met un terme à la thérapie que je fais depuis plusieurs années. Ça fait 5 ans que je suis avec elle et elle ne me remet pas aux mains d'un autre thérapeute. Et puis au niveau du logement, mon propriétaire récupère les lieux. Tout a l'air de s'arrêter en même temps. Et ce qu'il en sort, c'est me faire un voyage seul, en fait. Je l'ai jamais fait, et ça me fait bien flipper, donc je me dis, si j'arrive à le faire, j'aurais dépassé un sacré truc. La cognition du rapport entre le microcosme et le macrocosme correspond au 5e rythme. Ce degré d'initiation... Comprenez que ce que vous voyez là, c'est techniquement une seule phrase. Une seule phrase sans le moindre sens. Tirée de ce merveilleux livre que je ne vous recommande pas et qui fait plus de 500 pages. Je vous déconseille d'essayer de l'écouter en boucle, ça fait vraiment mal à la tête, dans le sens premier du terme. Exercice à mener dans le rythme en question, en exprimant l'essence du chemin d'initiation que traverse le disciple en tant que microcosme, ainsi que la 4e partie de la méditation, où est relaté le chemin macrocosmique du Christ à partir du Soleil vers la Terre en tant que modèle cosmique primordial de toute véritable initiation terrestre. Si vous avez compris quelque chose... Non, j'avais bravo. compris, mais vous, est-ce que vous compreniez quelque chose à l'époque quand vous lisiez ou quand vous entendiez ce genre de discours ? C'est pas possible. Au moment où j'ai quitté les Témoins de Jéhovah, j'ai discuté avec mon frère aîné et qui me disait ça, oui, moi je suis comme tout le monde, moi aussi. Il y a des moments où je me dis, quand je vois les autres gens dans les autres sectes, je me dis, est-ce que je suis pas comme eux ? Puis après je repense à tout ce qui me fait adhérer, et là je me dis, non, c'est pas possible, nous on a raison. On a toujours le doute, mais on étouffe le doute. Il y a un tel vertige existentiel à l'idée qu'on pourrait quitter le mouvement, qu'on censure les idées. D'une manière générale, d'ailleurs, les Témoins de Jéhovah vous disent que ces émissions de télévision qui dénoncent les Témoins de Jéhovah, faut pas les regarder, quoi. Faut pas les écouter, faut pas aller sur Internet et écouter les paroles opposantes. Et puis les Témoins de Jéhovah ont un argumentaire tout prêt pour s'auto-persuader eux-mêmes qu'ils sont pas dans une secte. Par exemple, les réunions sont ouvertes au public, n'importe qui peut rentrer dans une salle du royaume et écouter la réunion, donc on n'est pas une secte. On fait du porte-à-porte. Donc on va vers les autres, on va parler aux autres gens, donc on n'est pas sectaire. Alors au fur et à mesure que le temps passe et que je gagne en affirmation, et ça c'est vraiment aussi un conseil que me donne quotidiennement Gabriel, affirme-toi, 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 et n'aie pas peur d'en faire trop, et n'aie pas peur d'aller trop loin. Je me retrouve à dire ce que je pense de manière très radicale quand je vois que y a des doutes et qu'il y a des relâchements dans le groupe. Et il y en a souvent, finalement, plutôt de la part de ceux qui sont de nouvelles recrues, posent des questions. Est-ce que c'est une secte ? Ça a pu produire des réactions viscérales de ma part. En plus, il y a une espèce d'urgence dans notre projet, puisque en 2012, on est censé avoir fait le gros du travail parce qu'on va changer véritablement de monde. C'est la fin du calendrier Maya sur lequel on s'appuie essentiellement. Et donc du coup, il faut accélérer la machine et donc je deviens hyper autoritaire. À chaque fois que quelqu'un se désiste et se désengage de la secte, je suis Gabriel. Donc Gabriel en général a des mots extrêmement durs vis-à-vis de celui qui trahit.
Et moi, je renchéris souvent avec des lettres qui sont 10 fois plus longues que Gabriel et 10 fois plus torturantes, parce que je suis dans ma mécanique de petit soldat où je catalogue tout ce qui aurait dû être fait, tout ce à quoi l'autre s'est engagé, tout ce à quoi il renonce. Du coup, par rapport aux autres, je m'en éloigne en fait. Et parfois, je provoque même des catastrophes sans m'en rendre compte en fait. Il y a des hommes dans le groupe, dont Johan. Je crois que ça commence comme ça. Il a vraiment du mal à finaliser un chapitre. Je dois dire quelque chose comme, dit-on, les hommes, ils ont du mal à mettre la forme. Et la forme, c'est aussi quelque chose qui obnubile Gabriel, qui pour lui est essentiel à notre évolution, qui est de savoir s'exprimer correctement. Et je dis à Gabriel, mais je trouve qu'il peine encore vachement les hommes, et je dis, mais c'est marrant comme il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et Gabriel reprend cette observation-là. Il va falloir faire quelque chose avec les hommes, les soumettre à un exercice particulier pour qu'ils finissent par avoir cette forme que les femmes ont, que n'ont pas, cette difficulté qu'ils ont à structurer leur discours, etc. C'est-à-dire que Gabriel nous enseigne que les hommes sont finalement toujours plus en retard que les femmes, et ce doute-là que j'aimais devient quelque chose qui m'échappe complètement et qui va avoir une dimension, une conséquence qui est hallucinante. Et donc on bande les yeux des hommes. Les hommes donc se retrouvent tous les trois au centre d'une pièce, les yeux bandés, et les femmes vont être dans le secret avec Gabriel. Gabriel va nous donner des instructions par mime, sans exprimer rien oralement. Gabriel nous dit ce qu'il faut faire au fur et à mesure de la chose. Donc ça commence où on doit pincer les hommes. Bon, petit à petit, en fait, on va littéralement les agresser. Et à un moment donné, Gabriel apporte des godes et on va les pénétrer, on va les violer, en fait. À ce moment-là, c'était les vacances de février, j'ai un ami qui me propose de partir avec lui au Japon. C'est un choc, c'est une extériorité totale, le Japon. Et en plus, c'est une société où je retrouve beaucoup de choses de l'anthroposophie. La ritualisation, les cultes. Enfin, il y a des éléments qui sont pareils, mais qui sont normaux, enfin, qui sont pas mortifères. Ça provoque chez moi une réflexion. Et aussi un bouleversement intérieur. Je suis pas bien à ce moment-là. Je suis à un moment de chamboulement tellement profond de ma personne, de mes idées, de ma personnalité, que je suis pas très très bien. Surtout qu'après une semaine, mon ami Philippe, qui m'avait invité, s'en va, il rentre en France, et je me retrouve une semaine tout seul à Kyoto. Et là, je vois l'échéance de ma conférence. Et je me dis, bon, allez, faut que tu l'écrives. Et je me revois dans mon ryokan, dans ma petite chambre d'hôtel, pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures de suite à écrire, à dérouler le fil de ma pensée et à ne pas lâcher le fil, d'idée en idée. Le fameux raisonnement. Et ce raisonnement, je le mène, jusqu'au bout, dans une espèce d'effort. J'en reviens pas d'y être arrivé. Et ça donne le milieu anthroposophique, une animalisation de la vie de la pensée. Je respectais mon intitulé de départ, qui était l'animalité et la pensée. J'arrive le jour dit à la conférence, je me fais accompagner d'amis, parce que j'avais un peu reconstitué mon réseau social aussi, parce que quand on quitte l'anthroposophie et les écoles Steiner, on a tout son réseau social amical à reconstituer. Parce que les gens ne veulent plus vous parler, parce que vous êtes un traître. Et puis parce que moi je voulais plus fréquenter ces gens-là non plus, j'avais compris. Vous aviez des restes qui étaient là, j'imagine, parce qu'on ne se sépare pas d'un fonctionnement du jour au lendemain, mais quelque part vous étiez dissocié. Oui, j'avais essayé de refaire ma vie, au sens refaire tout de ma vie, pas seulement sentimentale. Et donc vous avez proposé à ces amis de m'accompagner, d'avoir un petit comité de soutien parce que je pensais bien que ça serait rude et effectivement. Alors j'avais construit ma conférence en 2 étapes. Une première partie où je décris ce que c'est qu'une pensée sectaire, une pensée sclérosée, une pensée morte. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je le décris avec les outils de la philosophie. Et puis après, deuxième partie, bon, vous m'avez bien suivi jusque-là, très bien. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi chacun de ces points correspond à ce qu'est la société anthroposophique et ce que vous êtes.
Alors comme leur pensée est fracassée, ils ont mis plus de 20 minutes à se rendre compte de ce que j'étais en train de dire et de ce qui était en train de se passer dans la salle, avant de réagir. Vous imaginez quelqu'un qui vient au sein du siège de la Société anthroposophique leur expliquer qu'ils sont sectaires. Vous êtes dans un fonctionnement sectaire. Les réactions à la fin de la conférence sont totalement éberlues, parce qu'il y a une phase de questions. Et l'organisatrice a dû être sous le choc. Oui. Je me souviendrai toujours des questions qui m'ont été posées, parce qu'elles ont été importantes pour moi. Mais enfin, vous ne pouvez pas accuser Steiner d'être responsable du caractère sectaire du mouvement et de la société anthroposophique. Et là, je me revois lui répondre, j'en étais pas là dans mon raisonnement. Pour moi, Steiner n'était pas responsable. Et je me vois lui répondre du tac au tac, mais enfin, c'est lui qui fait dire aux élèves dans les écoles Steiner de Waldorf des poésies de lui. Enfin, moi, si je fonde une école et que je fais réciter aux élèves des poésies de moi, qui je suis un mégalomane si je fais ça. Ça va pas de faire un truc pareil. Et puis, quelqu'un se lève dans l'assistance, un ponte de l'anthroposophie, il se lève dans l'assistance, il vient me rejoindre à côté de moi. Oui, il a parfaitement raison. Moi-même, j'ai démissionné de la Société anthroposophique. Mais il était présent à la conférence. Voilà. Parce que c'est une secte. Mais incroyable, parce qu'il s'est carrément levé pour venir sur le devant de la scène, pour dire ça. Oui. J'ai appris qu'une semaine plus tard, il avait eu un entretien avec les dirigeants de la Société anthroposophique et qu'on lui avait donné de meilleures conditions pour pouvoir faire ses conférences au sein de la Société anthroposophique et qu'il y a encore aujourd'hui. Mais il se passe ça. C'est-à-dire que je me suis mis à ne plus du tout assumer les charges qui me revenaient dans la congrégation. Donc là, t'avais quel âge à peu près ? Là, j'avais un peu moins de 30 ans. J'avais 28 ou 29 ans. On comptait sur moi pour m'occuper des comptes de la congrégation, par exemple. Je ramassais l'argent de la congrégation et je n'allais pas déposer l'argent sur le compte en banque. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. J'étais dans un système de procrastination qui était devenu vraiment pathologique. Je n'arrivais plus à faire les choses. Tout ce qui était soumis au regard des autres, j'arrivais à l'assumer. C'est-à-dire quand j'avais quelqu'un pour me surveiller, où je savais que mon manquement allait être remarqué, j'assumais en façade. Mais tout ce qui me livrait à moi-même, je ne le faisais plus. Aller assister aux réunions, par exemple, si j'étais pas là aux réunions, ça se voyait. Donc j'assistais à toutes les réunions. Et mon travail, je le faisais bien, mon travail de relever les boîtes à contribution, de relever l'argent dans les boîtes, je le faisais, et je le faisais proprement, je faisais contre-signer à chaque fois. On faisait ça à deux, pour qu'il n'y ait pas de problème de détournement d'argent. Tout ce travail, je le faisais. Mais quand je me retrouvais chez moi, j'étais dans une apathie complète. Une incapacité à faire. Ça a eu des conséquences assez douloureuses, même pour mes comptes personnels, parce que je ne faisais plus mes comptes à moi, je faisais plus les comptes de la congrégation. Je faisais plus rien. J'allais au travail, mais au travail, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur mon travail. J'étais, je pense, dans quelque chose qui est de l'ordre de la dépression. Une dépression qui ne disait jamais son nom, parce qu'en façade, il fallait que ça aille bien. Tu assurais, en fait... Je devais continuer d'être le témoin de Jéhovah modèle. J'arrivais pas à m'avouer à moi-même que j'allais pas bien. Mais je le constatais, je voyais bien que j'étais parfois à me dire mais vas-y, il faut que tu le fasses, il faut que tu t'y mettes, et non, je le faisais pas. Sauf que dans le jéhovisme, ça peut pas durer bien longtemps, surtout les comptes sont quand même surveillés de près. Tous les 6 mois, le surveillant de circonscription passe et surveille les comptes de la congrégation, vérifie que tous les papiers sont bien remplis, que tout est bien signé. Il est passé une première fois, mon problème venait de se déclencher, donc j'ai réussi plus ou moins à lui dire j'ai eu du mal à aller régulièrement déposer l'argent sur le compte, mais bon, t'inquiète pas, les papiers sont là, je les ai reçus, tout ça. Quand il est repassé 6 mois plus tard, là j'avais vraiment du retard dans les comptes. Je crois que la somme était pas loin de 10 ou 12 000 euros en liquide chez moi. Waouh. Ouais, parce que j'ai jamais détourné un centime. Cet argent, c'était l'argent de la congrégation. Je voulais pas y toucher, c'était pas l'objectif. Il était chez moi et je n'arrivais pas. Et quand le surveillant de circonscription est revenu dans la congrégation, je savais que j'allais devoir lui présenter les comptes et que j'avais rien à lui présenter puisque j'avais pas fait du tout le travail qui était attendu de moi. Et bien là, ne pouvant pas assumer cet échec de ma part, j'ai tenté de me suicider, ni plus ni moins. Avant qu'il ne vienne ? La semaine où il arrivait. Je savais que j'allais me retrouver confronté à mon échec, à mes manquements, et là j'ai fait une tentative de suicide. Et surtout, je n'étais absolument plus capable de lire mes propres manquements, je comprenais pas. Quand j'ai eu des problèmes de couple la première fois, je savais très bien pourquoi j'avais des problèmes de couple. Je connaissais mes manquements, je savais où j'avais déconné, grosso modo, je savais... mes erreurs, je les connaissais, que là, j'étais incapable de comprendre ce qui m'arrivait. J'étais plus capable de lire ce qui se passait, pourquoi
Le jour où j'avais enfin atteint mon objectif, j'ai sombré dans cette espèce de dépression qui disait pas son nom. Là, pour moi, c'était incompréhensible. Surtout que je m'étais remis à fréquenter une nouvelle jeune femme que j'allais épouser. C'était juste avant mon second mariage, donc j'avais vraiment tout pour être heureux. Et d'ailleurs, personne n'a compris, le jour où j'ai fait ma tentative de suicide, tout le monde est tombé de très très haut. Personne n'a compris ce qui pouvait m'arriver. Parce que je donnais l'image que je voulais donner, c'est-à-dire celle du témoin de Jéhovah qu'on allait citer en modèle, celui qui avait réussi, celui qui avait chuté quand il était jeune et puis qui, plus tard, s'était ressaisi. J'avais une belle histoire à raconter, quoi. Et c'était la belle histoire que j'aurais voulu raconter, mais ma réalité interne, elle était beaucoup plus douloureuse, elle. Ça va ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur cette dernière année ? Alors l'initiation au prana, c'est pareil, on était... Certaines femmes ont été désignées pour faire cette initiation. Moi, je me sentais pas forcément très prête à cette initiation, mais il m'a dit que je l'étais. Donc voilà. Le prana, c'est une notion de l'hindouisme qui, en tout cas, nous était traduite par Gabriel comme l'énergie première. Et donc l'idée, c'est de changer de système de nutrition. Gabriel a déjà fait cette initiation, il sait comment faire, et donc il nous accompagne pour la faire. Et donc 3 autres femmes ont été désignées, et on s'est retrouvés 3 semaines sans boire ni manger quasi. Donc on se retrouve toutes les 3 dans un des appartements toujours du même lieu au Costa Rica où on a l'habitude de loger. Je pense que toutes les initiations de Gabriel se ressemblent au final. Il est toujours question de dépassement, il est toujours question que notre territoire intime soit de plus en plus convoqué et de plus en plus investi par le collectif. En fait, on est censé, après cette initiation-là, pouvoir ne plus manger de la vie. Suite au prana au Costa Rica, après, donc peut-être 2 mois, peut-être... j'ai beaucoup de mal à avoir d'endurance, j'ai peu de ressources, je reprends très peu de poids. Et je lui en fais pas, en fait. Je lui dis, mais en fait, moi, ça va pas, en fait. Je sais pas, il y a un truc qui déconne, quoi. Et en fait, Gabriel s'assombrit. Et puis, cet assombrissement qui passe par une espèce de colère très rentrée, finalement se transforme par presque un désespoir. Et je le vois presque pleurer, en fait. Et ça me déstabilise encore, parce que je m'attends pas à ça, en fait. Je m'attendais finalement à me faire bien latter oralement. Et puis finalement, en fait, ça me trompe complètement. Il me redit encore une fois qu'il fait tout pour moi, en fait, que vraiment... Et je me souviens que c'est la seule fois où je décide de pas dormir avec lui. Mais bon, le lendemain, les choses reprennent, il me fait à manger, et finalement, après ça, je reprends petit à petit là, une alimentation normale. Ça, c'est un des grands moments de doute que j'ai pu avoir, mais qui n'est qu'un doute, qui n'amène pas après une action de rupture. Les conséquences de ce jeûne, en fait, c'est à lui et à lui seul que j'en parle et que je peux en parler. Dans la thèse de Gabriel, la femme réalisée, c'est la joie incarnée, en fait. C'est le rayonnement, moi, que j'avais pas. Moi, je ne me suis jamais sentie à l'égal de Gabriel, mais c'est pourtant ce qui se percevait de l'extérieur. Je me suis jamais considérée comme la compagne de Gabriel, mais c'est ce qui se percevait de l'extérieur. Il y a presque 1 an, en gros, après le prana, où on fait d'autres choses et de manière plus joyeuse, plus ludique. On va sur des plages et lors d'un passage sur une de ces plages-là, on fait un exercice qu'il a l'habitude de nous faire, qui est l'ensablement. Et une fois que le truc est fait, je me rends compte que c'est extrêmement lourd pour moi et que j'arrive pas à respirer, en fait. C'est beaucoup trop lourd. Et puis au bout d'un moment, je trouve que ça fait très longtemps. Moi, j'ai l'impression que ça fait bien plus de 20 minutes que je suis ensablée. Le sable commence à sécher en fait sur mon visage, donc il y a des petits grains qui commencent un peu à tomber sur mon nez, enfin sur mes narines. Moi, j'essaye de sortir moi-même, je fais un effort et puis en fait ça redéstabilise encore plus le sable, donc j'ai très peur en fait. Enfin, j'ai très peur. Mais en fait, je me dis pas que j'ai peur, parce que j'ai pas le droit d'avoir peur. Ça va bien finir par s'arrêter cet exercice et j'attends. Et en attendant, je finis par entendre leur voix au loin. Donc en fait, je comprends que tout le monde a été déterré et qu'ils sont allés se baigner, comme on le fait après chaque déterrement, et que ça fait je sais pas combien de temps que je suis dans ce trou. Et en fait, je n'ai aucun souvenir de comment je suis sortie de cette sable. Alors moi, ce que je me dis en tout cas, c'est que c'est un prédateur qui a une proie, et cette proie, elle est toujours un jeu extraordinaire au départ, mais même là-dedans, il y a quand même une usure.
Et puis moi, l'usure, elle l'est, puisque je lui dis, mais en fait, c'est bizarre, je suis toujours pas une déesse incarnée, rayonnant la joie. Donc il y a une certaine tension qui s'installe. J'ai des espèces de trucs chroniques, j'ai des mycoses qui n'arrêtent plus, j'ai des cystites à répétition. Donc il y a aussi tout un phénomène qui vient abîmer en fait un peu cette idéalisation. Après cet événement, je me mets à écrire pour moi-même dans un cahier mes souvenirs des écoles Steiner, de ma vie d'ancien élève, etc. Puis j'ai ma meilleure amie qui passait me voir de temps en temps. Et un jour, elle me dit « Mais tu sais Grégoire, tout ce que t'écris, ça ressemble vraiment à une secte. Moi, je te conseille d'aller en parler à une association de lutte contre les dérives sectaires. Pourquoi je ferais ça? Quel intérêt? Mais t'aurais le point de vue extérieur sur ton vécu. » Bon, oui, d'accord, c'est une amie en qui j'ai une grande confiance dans son jugement, c'est quelqu'un de bien, je l'écoute. Et donc je prends contact avec Sophie 94, je m'adresse à ce qui est logique socialement que je m'adresse. J'ai 1 heure d'entretien avec la personne qui me reçoit, c'était dans une salle sombre à côté d'un supermarché de Créteil, un local associatif, enfin ce qu'il y a de plus froid et inaccueillant. Mais bon, je raconte pendant 1 heure mon histoire, puis elle me dit bon bah merci, au revoir. Vous permettez que je parle de votre histoire à l'UNADFI, parce que moi ce que je voulais voir c'est si vous étiez quelqu'un de sérieux et de sincère, parce que vous savez, des gens qui sortent de dérives sectaires et qui sont soit cinglés, soit vindicatifs, qui veulent se venger, il y en a des tas, mais vous c'est absolument pas le cas, c'est clair. Donc j'aimerais transmettre l'information. Bon, ça c'était en juillet 2009, et puis rien ne se passe. Donc je me dis bon bah mon témoignage n'intéresse personne, c'est pas grave, mais c'est pas grave, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et j'en reste là, c'est pas grave, ça me dérange pas que ça en reste là. Et puis au mois de novembre, je suis contacté par Marie Drillon qui s'occupe de la revue Bulle, la revue de l'UNADFI. Et elle me dit écoutez, nous ce qui nous intéresserait, c'est que vous écriviez peut-être 10 lignes, 1 page maximum. Elle savait pas à qui elle avait affaire. Voilà. Sur les écoles Steiner, parce qu'on sait ce que c'est, on sait qu'il y a des dérives dans les écoles Steiner, mais on n'a pas de témoignage de l'intérieur. Donc ça nous intéresse beaucoup qu'il y ait un témoignage de l'intérieur. Ok. Sauf que moi, effectivement, quand j'écris, je déroule le fil jusqu'au bout, et c'est pas 10 lignes, c'est 44 pages. Par petits bouts, au fur et à mesure, j'avais besoin de son retour, de son avis. On a un peu réorganisé l'architecture aussi de l'article ensemble, mais pour moi c'est la chose la plus importante que j'ai écrit et que j'écrirai probablement de ma vie. Et pourtant j'ai écrit. Mais c'est la chose la plus importante parce que c'est là où je démonte le système et où je peux dire que Rudolf Steiner est responsable de ce système. Donc l'écriture de cet article a été l'occasion pour vous d'aller au bout de ce questionnement, de cette dissection, des fondamentaux de l'anthroposophie. Oui, et de la responsabilité de Rudolf Steiner là-dedans. Cette dépression dans laquelle j'ai sombré pendant plusieurs mois était due à ces problèmes de dissonance complète entre ce que je ressentais au plus profond de moi et ce désir d'adhérer socialement à ce groupe que je voulais pas quitter les témoins de Jéhovah. Je m'y sentais bien, j'étais bien intégré, c'était ma famille, c'était ma tribu. Chez eux, j'avais les codes en plus. Je connaissais bien les codes du groupe. Et l'idée de quitter les témoins de Jéhovah était très douloureuse. D'ailleurs, même à ce moment-là, je me la suis pas faite tout de suite, il m'a fallu encore plusieurs années pour finir par admettre que c'était ça le problème et que c'était pas ça la solution. Ça, c'est arrivé plus tard. Donc j'ai eu cette tentative de suicide, j'ai pas été exclu, il a été question de savoir s'il fallait faire un comité judiciaire ou pas pour savoir s'il fallait juger mes manquements ou pas. Je peux pas me plaindre des anciens que j'ai eu en face de moi qui se sont montrés assez humains et j'ai eu de la chance de tomber sur des gens bienveillants. J'avais des braves gars en face de moi, des hommes bons. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, malheureusement. Des anciens peuvent faire d'énormes dégâts quand ils ont des mentalités de petits chefs. Ça peut faire de très gros dégâts, j'ai pas eu ce problème. Moi, je suis tombé sur des hommes bienveillants qui ont eu plutôt le désir de m'aider, qui étaient bien embêtés par cette situation pour moi, qui souffraient de me voir souffrir. Je pensais encore que le jovisme serait ma solution. Et que si j'avais pas réussi, c'est peut-être parce que j'étais pas un assez bon témoin de Jéhovah. J'étais un bon témoin de Jéhovah en façade et pas un assez bon témoin de Jéhovah au fond de moi. Intérieurement. Et puis, cet événement, quand même, marquait une rupture. On ne fait pas une tentative de suicide sans qu'il y ait des conséquences cognitives lourdes derrière. Un très fort sentiment de culpabilité, déjà, vis-à-vis de ma future femme, vis-à-vis des gens à qui j'avais menti, vis-à-vis de toute ma famille, mais aussi
une remise en question plus en profondeur de pourquoi, qu'est-ce qui avait pu m'amener là. Et petit à petit, il m'est apparu que mes doutes n'étaient pas à combattre, qu'elle était là ma solution. Je me suis intéressé un peu à l'esprit critique à ce moment-là. Ah oui. Ouais, j'ai lu un livre de Normand Baillargeon qui s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Un livre qui est, on va dire, de la vulgarisation de ce que c'est que l'esprit critique, comment ça fonctionne, les armes qu'on a pour se défendre cognitivement. Mon but n'était pas de quitter les témoins de Jéhovah, comme je disais, à ce moment-là de ma vie, le livre, je l'ai trouvé intéressant, il était rigolo, il était bien écrit, il était illustré par Charb à l'époque, le regretté Charb, et il a commencé, sans même que je m'en rende compte, à semer un petit peu des graines. Sans aucun doute. Oui, clairement. Il y était question de la dissonance cognitive. C'est avec ce livre que j'ai pris connaissance de la théorie qu'avait développée Festinger suite à un échec prophétique d'ailleurs, d'une petite secte qui avait annoncé elle aussi la fin du monde. Et la manière dont les gens avaient géré, y croyant la prophétie et la prophétie était en échec, comment on va faire pour s'organiser mentalement pour essayer de faire cohabiter ces deux choses-là. Je m'y suis pas reconnu tout de suite, mais clairement, au fond de moi, il y avait quelque chose qui commençait à être entamé, quoi. Et puis, un jour, on est aux alentours de 2007, là j'ai 34 ans, je suis tombé sur un article qui parlait de l'escalade d'engagement. C'est un article dans un journal que j'ai perdu depuis. J'ai jamais retrouvé où j'avais vu cet article de Jean-Léon Beauvois et Joule. Donc, Oui, qui sont... et ça c'est de la psychologie sociale. Voilà. L'escalade d'engagement, c'est ce qui fait que quand vous avez commencé à faire quelque chose, même s'il devient complètement dysfonctionnel, déraisonnable de continuer à le faire, vous allez quand même continuer à le faire. Vous avez une vieille voiture, puis vous avez 1000 € de frais dessus, et vous faites 1000 € de frais dessus. Et après, 3 mois après, vous avez encore 500 € de frais dessus, et vous dites, oui mais attends, j'ai déjà mis 1000 €, ce serait trop bête, je peux pas m'arrêter, donc je remets 500 € dans une... Et vous finissez à la fin de l'année à avoir mis 5000 € de frais de réparation dans une voiture qui en vaut à peine 1500. Ça devient complètement déraisonnable. Mais parce que vous avez commencé, la tendance naturelle, ça va être de continuer. Putain, ça va être dur de raconter ça. Alors, lors du ce qui va s'avérer le dernier Maroc, il y a une famille qui arrive. Ils ont 3 enfants et l'aînée est une jeune fille qui va avoir 14 ans, qui a 13 ans passés. Gabriel nous a montré comment se passait une coupure du cordon ombilical psychique. Il fait faire une renaissance à la jeune fille et il fait faire un réaccouchement à la mère. C'est-à-dire qu'il refait vivre ce moment-là à ces 2 personnes pour qu'elles se libèrent de choses qui auraient pu les bloquer l'une et l'autre à ce moment-là. Après, il va y avoir une espèce de cérémonie pour fêter la nouvelle femme qui est cette jeune fille qui vient de renaître. On est dans cette idéologie qu'elle a passé son cap, elle a refait sa naissance et qu'à 14 ans, c'est devenu une femme. De toute façon, les peuples premiers l'ont toujours fait, les mariages se faisaient à partir de 13 ans. Donc nous, on a complètement occulté que c'est une enfant. Dans sa théorie, les familles sont forcément finalement enfermantes et donc il faut se couper le plus vite possible de son milieu familial et aller habiter chez des parrains et des marraines. Et ces parrains et ces marraines à l'adolescence sont censés éduquer sexuellement les ados qu'ils ont en charge. Donc il faut une marraine. Moi, je dis à Gabriel, en tout cas, moi, je me sens pas du tout les épaules pour ça, je sais pas ce qu'on va faire. Il me dit, mais t'en fais pas, en fait, tu sais bien que je suis toi et que je vais te guider chaque seconde. Les parents acceptent de laisser cette jeune fille chez Gabriel en ne sachant pas ce qui va se passer. En fait, il parle pas de sexualité. Sauf que ce qui va se passer chez Gabriel, c'est qu'il va m'instrumenter pour lui apprendre des choses à cette jeune fille qu'elle ne devrait jamais apprendre. Mais en tout cas, c'est caractérisé comme un viol, quoi. Et moi, je participe au fait que ça se passe, et voilà. Et en fait, je ne mesure pas du tout, même s'il y a une part de moi qui est figée, qui est sidérée par ce qui est en train de se passer, je n'arrive pas à comprendre que ce qui se passe, c'est gravissime, en fait. Et ça se passe sur un air de fête, ça se passe dans une ambiance d'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de cette jeune fille. Et donc voilà l'événement qui va faire que tout va exploser très peu de temps après, puisque le grand-père de cette jeune fille va très bien comprendre ce qui se passe, qui va réveiller les parents qui n'ont pas compris justement, parce qu'ils sont déjà sous emprise ce qui se passe. Et donc très vite, les choses vont basculer et vont passer aux mains de la justice. Voilà, et très vite on va caractériser la chose et l'histoire va s'arrêter là. Cette expérience qui est dramatique à mon niveau, mais qui est surtout dramatique au niveau de ce qui s'est passé au final, qui a fait qu'on a atterri en prison, c'est l'enfer. Enfin, moi je pense que je sais pas si je peux dépasser ça vraiment, mais en tout cas, dans cette horreur,
Ce qui se passe, c'est que ça met un arrêt à la montée du délire, quoi. En fait, du délire de toute puissance de cet homme. C'est-à-dire que je me dis, s'il n'y avait pas finalement ce drame-là, qui brusquement fait exploser le collectif, je sais pas bien jusqu'où il aurait pu aller. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va toujours plus loin. Il y avait une télévision chez moi, mais même si je la regardais, c'était la manière dont on recevait les choses venant du monde. Je me souviens par exemple des attentats de 1986. Et je me souviens, le lendemain de l'attentat, on arrive en cours. Et le prof nous dit, peut-être que ça vous a un peu traumatisé ce qui s'est passé, ce que vous avez entendu à la télévision ou à la radio hier et ce matin. Je voulais vous dire que c'est pas si important, que si vous m'avez pas rendu vos devoirs, je comprends, et que du coup, c'est pas si grave. Et je me souviens avoir pensé, mais qu'est-ce qui nous emmerde avec ces attentats? C'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'il va nous dire là maintenant. Il va nous parler de Perceval, il va nous parler de Faust. Qu'est-ce qui nous emmerde avec ces morts là On s'en fout. On n'est pas complètement coupé de l'information quand on est dans une école Steiner-Waldorf. Mais ça n'a aucune forme d'importance. Et pour moi, Charlie Hebdo, c'était de nouveau l'actualité qui devient importante. Les élections deviennent importantes. Ce qui se passe sur mon écran de télé devient important. La guerre du Golfe devient importante. Donc c'est un retour à la réalité à ce moment-là. Même si Charlie Hebdo a été une expérience extrêmement décevante pour moi, à cause des personnes qui y étaient quand j'y ai travaillé 1 an. Mais voilà pourquoi j'y étais. Et après, non, pas d'engagement politique. J'ai assez à faire à m'occuper de moi-même. J'ai un petit peu peur de mon mode d'investissement, puisque je crois que j'ai encore du mal à faire les choses à moitié, ou à me préserver. Et puis, j'ai assez à faire avec ma propre vie. C'est déjà un boulot à part entière de reconstruire sa vie. Absolument, absolument. Je pense effectivement qu'on est là dans une sorte de caricature. Dans un mouvement sectaire, on a quand même beaucoup de signes qui sont très poussés à l'extrême. Mais finalement, ils dépeignent très bien les mécanismes humains et les tentations qu'on a au quotidien, en fait, d'adhérer à des solutions toutes faites ou effectivement à un guide, à quelqu'un qui va nous dire quoi faire. Pour en revenir à ce qu'on peut ressentir en sortant des géoïsmes, il faut bien comprendre que dans un mouvement comme celui-là, dans ce qu'on appelle une secte en général, vous avez un sentiment obsidional. C'est-à-dire, c'est-à-dire le sentiment de vivre dans une ville assiégée. Vous êtes assiégé par le reste du monde. Le reste du monde vous est hostile, donc vous cultivez une mentalité de frères d'armes avec ceux qui sont à l'intérieur de la citadelle. On est ensemble contre le reste du monde. Ils sont méchants, ils nous agressent, ils nous veulent du mal, ils veulent nous détruire, etc., etc. Et donc vous avez ce sentiment de solidarité très fort qui se noue à l'intérieur de la citadelle assiégée. Et puis quand vous quittez le géovisme, vous vous rendez compte qu'en fait vous étiez dans une barricade à un seul côté. Vous arrivez de l'autre côté de la barricade et il n'y a personne. Tout le monde s'en fout des témoins de Jéhovah. C'est vrai. Il y a un peu de mépris, à la limite, un peu de mépris, un peu de un regard un peu distant. Quoi. Les gens n'en ont rien à faire des témoins de Jéhovah. Alors que quand vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes le centre du monde. Vous êtes l'énigme résolue de l'histoire quand vous êtes témoin de Jéhovah. Hein. L'histoire se joue à travers votre religion. Les témoins de Jéhovah vous expliquent que le livre de l'Apocalypse dans la Bible décrit des trompettes qui sonnent et qui déclenchent des fléaux sur la terre. Mais tout ça, en fait, les trompettes qui ont sonné, ce sont des assemblées que les témoins de Jéhovah ont tenues dans les années 20 et 30, quoi. Dans des parcs d'attractions, parfois. Ça, c'est un détail, mais ça vous semble à l'américaine. Et quand vous passez de l'autre côté de la barricade, personne ne vous assiège, les gens n'en ont rien à faire. C'est l'indifférence, un vague mépris dont on a parlé déjà. Alors évidemment, les mouvements de lutte contre les dérives sectaires, si intéressants, forcément, eux ont un discours un peu virulent, mais le discours que ces mouvements-là tiennent sur les témoins de Jéhovah est infiniment moins violent que le discours que les témoins de Jéhovah tiennent sur eux. C'est ce dont ne se rendent pas compte les témoins de Jéhovah. L'extrême violence de leur discours sur les gens du monde. C'est un discours de haine. Alors on vous dit non, c'est pas les individus qu'on aime pas, c'est leur mode de vie. Alors, si vous leur dites la même chose, d'un seul coup ils comprennent bien le problème. Si vous leur dites mais moi c'est pas les témoins de Jéhovah que je déteste, ce que je déteste c'est le jéhovisme. Là d'un seul coup ils comprennent tout de suite où est le problème. Ils voient bien qu'il n'y a pas tant de distinction que ça. Quand on dit que les gens méritent d'être massacrés, on peut pas dire qu'on a de l'amour pour eux. Quand on dit qu'ils sont comparables à des cafards qui doivent être éliminés comme un propriétaire de la maison doit éliminer les cafards, les indésirables, on est carrément dans la rhétorique nazie, il n'y a pas d'autre mot. On est exactement dans les mêmes arguments rhétoriques que le nazisme vis-à-vis des juifs. On compare des êtres humains à des animaux nuisibles qu'il faut exterminer. Mais alors, quand tu es sorti du coup
que tu t'es dit « je vais entrer dans le monde ». J'imagine Oui. que tu as pris cette décision sciemment. Ok, maintenant je vais entrer dans le monde. J'imagine que tu t'attendais à beaucoup de choses terribles. Non, pas tellement. Comme je le disais, ça, c'est grâce au fait que j'avais un peu d'expérience. Je fréquentais les gens du monde par le travail et tout ça. Mais est-ce qu'il y a un sentiment quand on arrive dans le monde, entre guillemets, puisqu'on était du côté de la barricade, du côté des opprimés, quand on passe de l'autre côté, est-ce qu'il y a une sensation de vide tout à coup quand on s'aperçoit que, bah non, les gens ne veulent pas de mal? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont désarmés par l'indifférence du monde? On l'est tous. Ouais. On est tous... Ah oui, on se retrouve tous face au vide. C'est aussi, pour moi, grâce aux victimes, aux deux victimes qui m'ont toujours soutenu et qui ont revendiqué mon statut de victime. La dernière page de ce procès termine par un 3e procès. C'est moi qui suis partie civile avec Johan et 2 autres personnes. On est 4 parties civiles à porter plainte contre Gabriel après coup. Donc cette histoire, elle s'étale sur 10 ans. J'ai mis des années à me rendre compte que j'aurais pu mourir. Bon, j'ai occulté le fait de sortir du sable, j'ai forcément occulté des tonnes de trucs. Et puis je m'en suis rendu compte concrètement en relisant les dépositions, où en fait les gens racontent des choses. C'était hyper douloureux, j'avais très très peur de lire à quel point j'avais pu faire peur ou faire mal. Et maintenant que j'écris le livre, c'est toujours très difficile de lire les dépositions. Difficile parce que je dirais que quand on les lit pour un procès, on les lit pour se défendre. Ça donne un prisme qui ferme un peu la lecture sur des objectifs très serrés. Quels sont les points litigieux, à quel point ça permet ou pas de comprendre l'emprise. Et là, maintenant que j'écris cette histoire, enfin que je l'écris avec Johan, puisqu'on a décidé de l'écrire à 2 cette histoire, et que je l'écrirai pas sans lui, et ben je suis bien obligée d'ouvrir les écoutilles à plus que la première plaignante et à accéder à la souffrance des autres, de tous les autres. Mais en même temps, ça a participé à ma déprise. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me confronte à de la contradiction. Que c'était fini, la cohérence délirante d'espèces de films idéalisants où il n'y a qu'une seule vérité. En tout cas, dans la mécanique de la déprise, c'était un formidable exercice que de me confronter à ces points de vue différents. Parce que pendant 6 ans de ma vie, ils ont tous disparu, les points de vue. Ça n'existait plus, la différence. Alors que je suis rentrée au départ pour ça. Ouf, un sacré morceau, hein. Je tiens particulièrement à remercier Arte et Elisabeth Fétit, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour finir, il serait temps, je vous invite, oh non, pas encore, à aller jeter un œil dans les sources de cette vidéo. Ciao.